Tous, on va faire une petite présentation sur la réglementation de l'EDC, donc élimination du carbone en France et en Europe. Karim Ramani, je suis membre du bureau de l'AFEN, Association française pour les émissions négatives, qui est une association professionnelle du secteur des émissions négatives ou de l'élimination du carbone en France. Donc un petit mot rapide sur l'AFEN. En fait, on est, comme je vous le disais, une association professionnelle. On est né l'année dernière, en 2024. Donc, nos membres, on a 30 membres fondateurs. Aujourd'hui, on a une quarantaine de membres dans notre association qui sont des acteurs, soit des acteurs de la filière des émissions négatives et des acteurs de l'écosystème des émissions négatives. Donc, je salue les membres qui sont dans la salle aujourd'hui avec nous. Donc la mission de la FEN, comme toute association professionnelle classique, c'est déjà de sensibiliser, comme aujourd'hui, sur ce que sont les émissions négatives, quel est leur rôle dans la lutte contre le changement climatique, premier aspect. Et ensuite, structurer la filière avec des événements, des publications sur le sujet. Notamment l'année dernière, par exemple, on a contribué à la stratégie nationale bas carbone en France et organiser les rencontres de l'élimination du carbone qui ont eu lieu en octobre dernier. Donc on va faire ça aussi tous les ans. Et ensuite mobiliser le secteur public, donc plutôt interpeller et faire en sorte qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement et d'incitation pour ce secteur, en France en particulier, mais aussi en coordination avec ce qui se passe au niveau européen. Alors peut-être un petit rappel sur ce que sont les émissions négatives, quel est leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. Donc il y a aujourd'hui un consensus scientifique sur le fait qu'il faille atteindre la neutralité carbone. Et pour faire ça, il faut réduire les émissions existantes. Donc passer de 40 milliards de tonnes par an d'émissions de CO2 notamment à net zéro. Et pour faire net zéro, il faut réduire de 80 à 90% l'existant. Et ensuite le reste, justement les émissions problématiques, les secteurs qu'on aura le plus de mal à décarboner, je pense à l'aviation, je pense éventuellement à l'agriculture, à certaines industries. Eh bien, ces émissions difficiles à décarboner, il faut les compenser par du négatif, donc des processus qui prennent du CO2 dans l'air et qui le séquestrent dans un puits de carbone. Donc c'est ça la raison d'être de ces méthodes. Et aujourd'hui, c'est dans le rapport du GIEC, notamment celui de 2022, la nécessité de mettre en œuvre ces méthodes en complément de la décarbonation. Ce n'est pas une substitution, c'est un complément des efforts de décarbonation. Et on parle en fait en termes de masse globalement de gigatonnes. Donc on est à une dizaine de gigatonnes à horizon 2050 qui doivent être mobilisées par rapport à une base aujourd'hui qui est très faible, qui est inexistante en tout cas pour les méthodes permanentes. Donc comment faire ça? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de méthode magique, on n'a pas de recette pour régler ça d'un coup. Ce sera sans doute un mix de procédés, de méthodologies, de technologies qui vont être utilisées pour faire ça. Vous avez ici un petit aperçu de ce qui peut exister avec une sorte de classement, mais qui n'est pas forcément très scientifique, mais qui est approximatif de la maturité de ces technologies. Donc, la première chose, effectivement, c'est de gérer les écosystèmes pour qu'ils séquestrent du carbone naturellement, notamment écosystèmes terrestres, les forêts, les sols agricoles, écosystèmes marins. Et donc, ces écosystèmes sont naturellement des stocks de carbone et on peut faire d'élimination du carbone en renforçant leur action, par exemple avec de l'afforestation, en créant des nouvelles forêts. Et donc, ça constitue finalement des puits de carbone qui viennent renforcer les écosystèmes existants. Après, ensuite, on a des méthodes plus technologiques, plus permanentes. Donc typiquement, sur ce salon, on parle pas mal de biochar. Donc on va pyrolyser de la biomasse. On va la transformer en une sorte de charbon, de carbone très stable qui peut être après épandu sur des terres agricoles ou mélangé à des matériaux de construction. Je crois qu'on va en parler dans le panel tout à l'heure. Donc ça, c'est une des manières de prendre le CO2 qui est capté par photosynthèse dans l'air et puis ensuite le mettre dans une forme stable qui va être hors atmosphère. On a des méthodes basées sur la biomasse, donc par exemple le BECS, faire de la captage CO2 sur des installations de production d'énergie, de bioénergie, que ce soit de la méthanisation, de la combustion biomasse, de la pyrolyse. On a ce qu'on appelle le DAC, donc la capture atmosphérique directe. Donc ça consiste à avoir des usines qui capturent directement le CO2 dans l'atmosphère en le filtrant. Donc il est pas très concentré, on est à 420 ppm, donc 0,04%, mais c'est faisable techniquement de le séparer.
Et ensuite, on a d'autres méthodes qui sont basées sur la minéralisation naturelle, donc l'altération accélérée des roches. Donc on va accélérer un phénomène naturel de réaction entre certaines roches et le CO2 de l'air pour séquestrer le carbone sous forme de carbonate. Et donc c'est des processus naturels mais qui peuvent être accélérés en épandant certains types de roches sur des terres agricoles ou dans des fonds marins. Il y a aussi des méthodes qui sont océaniques, donc l'océan étant un grand puits de carbone sous forme de carbonate, on peut l'altérer de manière chimique ou biologique pour faire en sorte que ça augmente, ça renforce sa capacité de stockage. Donc voilà, il y a une panoplie de méthodes, il y en a sans doute d'autres qui sont en développement. On ne sait pas aujourd'hui, scientifiquement, on sait que chacune de ces méthodes peut faire un petit bout du travail. On peut atteindre des centaines de millions ou quelques gigatonnes par méthode. Il n'y en a aucune qui, a priori, peut faire les 10 au moins gigatonnes nécessaires à l'horizon de la neutralité carbone. Donc il faut essayer tout ça, il faut les développer. Et donc pour ça, il nous faut un cadre réglementaire. Et donc aujourd'hui, vu ce scientifique, ce consensus scientifique qui émerge, notamment au niveau de la science du climat, du GIEC, et bien certains États commencent à se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait des cadres qui permettent de développer ces méthodes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun levier, il n'y a aucune obligation de faire de l'élimination du carbone, donc il faut que ce soit incité par des gouvernements. Il y a également un marché volontaire qui est un autre aspect, mais aujourd'hui, si on parle de réglementation, eh bien, un certain nombre de juridictions commencent à mettre en place des mesures incitatives. Donc là, il y a un petit panorama à l'écran, je peux les citer rapidement. Donc il y a une stratégie d'élimination du carbone au Canada, avec notamment un budget de 10 millions d'achats publics de crédits d'émissions négatives qui ont été votés récemment. Les États-Unis ont mis en place un cadre, alors il faut voir s'il va rester ou pas avec Trump, mais qui s'appelle l'IRA, donc le Inflation Reduction Act, dans lequel il y a des fonds significatifs, notamment pour des méthodes comme le DAC, avec des crédits carbone pour les gens et les projets qui éliminent du CO2, qui sont assez significatifs. Pour le DAC aux US, on parle de 180 $ par tonne, donc ça permet d'amortir un peu le coût élevé de ces méthodes. On a en Suisse une loi climat qui a été votée avec un objectif de neutralité carbone et avec des budgets qui permettent de financer un certain nombre de projets pilotes et des obligations légales pour les entreprises d'atteindre la neutralité qui va mobiliser en fait les entreprises privées pour mettre en œuvre ces méthodes. En Suède, on a un mécanisme d'enchère inversée qui sur une méthodologie qui s'appelle le BECS, avec notamment un projet à Stockholm qui a obtenu un financement de près de 2 milliards d'euros pour lancer le captage de près de 800 000 tonnes de CO2 par an près de Stockholm. Voilà, donc en fait, il y a le Danemark qui a mobilisé un fonds de 400 millions d'euros pour des subventions sur des projets d'élimination de carbone basés notamment sur le captage, séquestration de bio-CO2. Il y a des dispositifs d'aide au Kenya. En Allemagne, il y a une stratégie d'élimination du carbone qui est en train d'être publiée par les pouvoirs publics. Donc voilà, petite palette un peu impressionniste, mais qui montre qu'il y a un peu partout dans le monde, plutôt dans les pays riches aujourd'hui, des initiatives législatives pour favoriser ces méthodes. Donc ouais, alors les cas que j'ai un peu décrits déjà, certains pays sont plus avancés que d'autres. Effectivement, en termes de montants, je pense que les montants mobilisés les plus importants sont les US et la Suède. Mais à leur échelle, le Danemark ou la Suisse mobilisent quand même des budgets importants sur le sujet. En Suisse, il y a eu déjà un premier fonds de 60 millions de francs suisses qui a été mobilisé pour des projets pilotes. Et au Danemark, je vous disais 400 millions d'incitations. Donc à l'échelle des pays, c'est des montants qui sont significatifs. Et quand on compare par exemple à la France, c'est beaucoup plus que ce qu'on fait en France aujourd'hui. C'est-à-dire rien en fait. Enfin, j'exagère un peu. Donc sur la France, il n'y a pas rien, il n'y a pas de financement direct d'élimination du carbone, mais on a déjà les briques et on a un ensemble de dispositifs. Donc on a par exemple une stratégie nationale bas carbone qui fixe le cadre pour la législation, pour l'avancée de la décarbonation de la France à horizon 2050. Et là-dedans, on voit déjà apparaître qu'on réduit les émissions, mais qu'il y a un puits de carbone. Et donc, il y a déjà, par exemple, un objectif de 10 millions de tonnes indicatif d'émissions négatives par BECS qui doivent être réalisées sur la France. On a également un registre qui s'appelle le label bas carbone. Donc, c'est un dispositif qui permet d'encadrer, un peu de certifier des crédits carbone émis par des acteurs publics
au privé, et donc ça donne un cadre qui rassure, qui sécurise en tout cas une partie du marché de crédit carbone qui finance les émissions négatives. Et après, on a une stratégie aussi CCUS. Alors là, c'est pas forcément lié exclusivement à l'élimination du carbone, il y a aussi un aspect décarbonation, mais on a une stratégie nationale depuis un premier projet en 2023 et une stratégie définitive en 2024 qui indique aussi comment décarboner certains secteurs et qui fait une place, qui commence à faire une place aux émissions négatives. Et bon, c'est clair qu'on a un support, donc il y a un cadre, on fait partie des pays qui ont un cadre sur le sujet, ce qui est déjà pas mal, mais il y a d'autres pays qui ont mis plus de moyens pour accélérer le déploiement de ces méthodes. Alors en Europe, on a quand même aussi un cadre important qui est le Green Deal. Donc c'est une sorte de package macro qui a été décidé en 2019 par la Commission européenne, qui implique tout un tas de méthodes. On parle de plusieurs dizaines de textes législatifs. Et de toute façon, l'horizon de ce Green Deal, c'est la neutralité climatique pour l'Europe avant 2050. Et donc tous ces dispositifs incluent notamment, en plus de la décarbonation, par défaut, si vous voulez, pour arriver à la neutralité carbone, constate qu'il faut mobiliser du carbone removal, l'élimination du carbone, et donc institue un certain nombre d'outils pour y arriver. Donc voilà un petit peu une liste des dispositifs. On a déjà un cadre de certification qui s'appelle le CRCF. Donc c'est un peu l'équivalent du label bas carbone, si vous voulez. C'est un registre, c'est plutôt une manière de certifier les projets carbone qui seront, selon certaines méthodologies d'élimination, qui sont en train d'être publiées. Donc ce cadre, il a été voté l'année dernière et il est en place. Et donc là, ça va permettre de donner un premier signal réglementaire et en tout cas un certain label et standard de qualité pour ces méthodes. On a une stratégie de gestion industrielle du carbone qui inclut à la fois du CCS et des émissions négatives. Donc c'est un peu l'équivalent de la stratégie française qu'on peut avoir sur le CCUS. Il y a une directive qui s'appelle la Green Claims Directive qui permet en fait d'encadrer les annonces qu'on fait vis-à-vis de produits. Donc ça veut dire si vous dites moi je vous vends tel produit, il est neutre en carbone ou il a certains attributs environnementaux, on ne peut pas le dire n'importe comment. Il y a une directive qui est en train d'être discutée cette année au niveau européen qui va permettre d'encadrer toutes ces affirmations climatiques. Et puis enfin il y a le système clé qui est l'ETS, donc c'est le quota système de crédit carbone, de quota d'émission, qui institue pour tous les gros émetteurs en Europe un nombre de quotas sur lesquels vous avez le droit d'émettre. Et si vous émettez plus que la moyenne, que votre secteur, vous devez payer et racheter les quotas à des gens qui émettent moins. Donc ça crée un système de quotas qui diminue dans le temps. Et donc ça veut dire que ça va faire en sorte que tous ces émetteurs, il y en a plusieurs milliers en Europe, petit à petit vont tendre vers la neutralité carbone. Et donc là, il est question l'année prochaine pour la Commission de faire une proposition pour inclure des émissions négatives dans ce système d'ETS. Et donc là, en fonction de ce qui va être décidé l'année prochaine, c'est potentiellement un signal réglementaire fort, c'est-à-dire une obligation ou une incitation ou introduire certaines flexibilités qui fait que des moyens et des financements vont aller vers ces projets d'émissions négatives. Donc en fonction des décisions qui vont être prises dans les mois et les années qui viennent, on aura un signal réglementaire plus ou moins fort qui permettra l'émergence de la filière en Europe. Et du coup, ces systèmes s'appliquent à tous les pays membres de l'Union européenne. Donc c'est un cadre structurant fort pour tous les pays, y compris la France. Donc si je fais un petit zoom sur le CRCF, c'est aussi un dispositif clé. Il n'est pas financier, mais celui-ci donnera effectivement un cadre, une sorte de label qualité pour les projets. Et donc c'est aussi important de donner aussi un signal réglementaire à la fois aux entreprises qui achètent des crédits carbone, obligatoires ou volontaires, et à la fois aux développeurs de projets. Et donc là, il y a tous les attributs habituels de qualité dans les crédits carbone, sur l'additionnalité, le fait que ce soit des projets qui voient le jour grâce à ces financements, des problématiques de durabilité évidemment, par exemple sur la biomasse, le fait qu'il y ait un stockage permanent, et puis la quantification, les méthodes de quantification des crédits que vous pouvez vendre en fonction de votre méthodologie. Donc voilà, in fine en Europe, on avance sur le sujet, donc à la fois au niveau européen, au niveau de certains pays.
Là, vous voyez sur la carte à peu près le niveau d'engagement des objectifs, par exemple, d'élimination du carbone dans les stratégies nationales. Donc plusieurs pays commencent à l'avoir. Certains pays sont plus en avance, sont leaders par rapport à d'autres, dans un contexte européen. Donc nous, notre message à la fin, c'est de dire que il est temps aujourd'hui qu'en France, alors on n'est pas dans le peloton de tête, mais on est quand même dans les pays qui ont déjà un début de cadre. Donc il suffit, et on interpelle les pouvoirs publics, les décideurs, sur le fait qu'il y a un plus, il y a des mesures supplémentaires qui peuvent être prises, on a publié des recommandations dans le cadre de la publication de la SNBC, enfin les consultations sur la stratégie française l'année dernière que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc on a des idées de recommandations pour pousser un peu notre engagement et faire en sorte que en France on soit sur le sujet plutôt leader que suiveur. Parce que les pays qui anticipent aujourd'hui vont développer des industries, vont développer un secteur, seront autonomes sur ce sujet qui sera clé pour le changement climatique et qui sera stratégique. Et donc il vaut mieux s'y mettre maintenant plutôt que d'attendre une réglementation européenne qu'on va subir. Et donc c'est aujourd'hui notre message principal pour les pouvoirs publics. Investir aujourd'hui, c'est pas simplement sécuriser l'atteinte de nos objectifs climatiques, c'est aussi créer une industrie d'avenir qui va contribuer en plus à la prospérité du pays. Voilà, donc avec plaisir si vous voulez, si la FEN vous intéresse, pour en parler. Et puis si vous avez des questions sur la réglementation élimination du carbone, je vous écoute. C'est bon, tout est clair? Ouais. Est-ce que ça marche. Oui, je me demandais, à un moment, vous avez montré les différentes technologies de CDR selon leur niveau de maturité. Et j'étais curieuse de savoir comment vous les avez encadrés, pourquoi choisir ces niveaux de maturité-là pour ces technologies. Ouais, alors c'était pas, j'avais dit, c'était pas scientifique, c'était à peu près indicatif. D'ailleurs, ces chiffres sont sujets à débat. Mais globalement, tout ce qui est naturel, écosystème, etc., c'est mature, c'est des choses qu'on fait, notamment sur tout ce qui est la protection forestière. Donc on est sur TRL, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le niveau de maturité technologique. Donc c'est une manière de classer une technologie, est-ce qu'elle est émergente, donc un TRL bas, ou est-ce qu'elle est aujourd'hui commerciale et existante, et c'est un TRL haut. Donc écosystème, c'est plutôt mature, donc on est sur du 8-9, donc c'est le maximum. A l'inverse, tout ce qui est océan, jouer sur la chimie ou la biochimie des océans, ça c'est vraiment des champs de recherche. Okay, donc là on est plus sur des TRL plus bas, disons inférieurs à 3-4, donc on est sur les débuts d'expérimentation à petite échelle et de recherche fondamentale en fait. Et puis après entre les deux, vous voyez le biochar c'est plutôt mature, on pourrait même dire que c'est du TRL 8 à 9. Le BEC, certaines technologies avec la biomasse aussi, on est d'entre 8 et 9. Le DAC, on est peut-être un petit peu en dessous, parce que c'est les premières usines, mais qui fonctionnent quand même à l'échelle de plusieurs milliers de tonnes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une espèce de classement. Et puis l'altération des rocs, l'Enhanced Rock Weathering, il est plutôt derrière le DAC, dans l'échelle de maturité. Donc c'est plutôt un classement qu'il faut prendre en relatif qu'en absolu, mais bon, ça donne quand même une espèce d'idée de l'état de l'art. Parce que ce qui m'a surpris, c'était l'emplacement du DAC. J'avais l'impression qu'il y avait pas mal de débats autour de cette technologie. Et du coup, je me demandais pourquoi. Alors, il y a des discussions sur est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que c'est pas trop énergivore, etc. Donc ça c'est sûr. Après, il y a aujourd'hui un certain nombre de pilotes dans le monde qui fonctionnent. Le plus grand, je crois qu'il est à 40 000 tonnes par an. Donc on peut dire que c'est sorti des TRL très bas et qu'on est sur une espèce de gamme de TRL intermédiaire entre 4 et 7. On n'est pas encore commercial comme technologie, quoique on pourrait se poser la question. Donc 40 000 tonnes par an, ça commence à être un peu significatif. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, qui sont en construction pour 500 000 tonnes par an, pour un ordre de grandeur au-dessus, donc à 500 000 tonnes par an. Donc on sait que ça marche physiquement. La vraie question et le débat autour du DAC, c'est est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue énergétique en fait. Voilà. Mais c'est sûr que c'est une consommation d'énergie. En revanche, ce qui semble quand même apparaître dans les recherches, c'est qu'il va falloir une palette. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout faire avec de la biomasse ou des écosystèmes. Et donc pourquoi on fait du DAC? Parce que les autres méthodes ne suffisent pas. Et que pour atteindre l'échelle nécessaire pour faire baisser à terme le nombre de ppm dans l'atmosphère, il va falloir aussi faire ça. C'est la méthode la plus énergivore.
vous avez d'autres questions? Oui. Je m'interroge sur le levier alcalinisation. Je ne suis pas chimiste, hein, mais l'absorption de carbone par les océans n'entraîne-t-elle pas une acidification? C'est l'inverse. Donc en fait, quand vous émettez une molécule de CO2 dans l'atmosphère, enfin ou deux molécules, il y en a une qui reste dans l'atmosphère et les deux autres, il y en a une qui va dans les écosystèmes et l'autre qui va dans les océans. Donc CO2, c'est un gaz carbonique et donc ce CO2 absorbé dans les océans l'acidifie. L'alcalinisation, c'est le phénomène inverse. On va injecter un certain nombre de molécules qui vont faire en sorte que plutôt le pH va monter. Donc ça va être moins acide, plus alcalin, et ça va augmenter la capacité des océans parce qu'on va créer la capacité des océans d'absorber du CO2 qui va se stabiliser sous forme de carbonate et de bicarbonate. Et quand vous regardez au niveau mondial, les carbonates, les bicarbonates dans les océans, c'est des centaines, voire des milliers de gigatonnes de stock potentiel. Donc l'idée, c'est de jouer un peu sur cette chimie, un peu comme vous réglez la chimie de votre piscine, pour qu'au lieu d'être, pour renforcer cette capacité de puits, et donc faire en sorte que l'océan absorbe plus de CO2 sans être pour autant plus acide. Donc ça règle deux problèmes à la fois. Donc derrière ce levier, on imagine agir en injectant des produits dans les océans? Potentiellement. Ouais, tout à fait. Oui, c'est l'idée. Donc effectivement, c'est beaucoup moins mature, c'est de la réflexion. Mais après, quand on commence à réfléchir au cycle du carbone à l'échelle gigatonne, voilà. Donc effectivement, ça peut ressembler à... Enfin, on appellerait ça peut-être une intervention climatique, apprenti sorcier, mais effectivement, l'idée, c'est que ce soit encadré par de la recherche et que ça aille dans un sens positif, sachant que quelque part, apprenti sorcier, on l'est déjà. On a déjà joué avec la chimie de l'atmosphère. Ça fait 2 siècles qu'on a émis des gigatonnes de CO2 excédentaires dans l'atmosphère. Donc on est déjà en train de modifier le climat, on est la force géologique majeure. Donc l'idée, c'est maintenant de faire en sorte qu'on devienne une force plutôt positive plutôt que destructrice. Donc l'idée, c'est de régénérer. Mais effectivement, il y a des risques et c'est pour ça qu'il y a un débat scientifique sur le sujet pour faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Bonjour. Je me demandais par rapport aux réglementations, est-ce que inclure les crédits CDR dans le marché ETS, ça ne pousserait pas les entreprises à se concentrer uniquement sur de la compensation et un peu délaisser la décarbonation en sachant qu'il faut quand même une grande partie de décarbonation? Ouais, alors c'est un risque et c'est pour ça que donc ça a un nom, hein, d'ailleurs ça s'appelle la mitigation deterrence. Donc c'est mettre en place ces méthodes-là, ça peut devenir une excuse pour l'inaction. La réponse à ça, c'est pour ça qu'il faut encadrer la qualité de ce qu'on met dans des émissions négatives. Et donc ces processus-là, alors à part les processus naturels qui sont moins durables, coûtent cher. Donc on est a priori sur des méthodes qui seront plus chères que la décarbonation. C'est ça qui va faire le juge de paix. Si ça me coûte 300 € la tonne de faire du DAC, j'ai un process industriel, j'ai pas intérêt à tout compenser par du DAC si je peux faire autrement parce que ça va me coûter moins cher. Donc c'est pour ça que la qualité de ce qui est permis, de ce qui est certifié est fondamentale parce que ça va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement des méthodes d'élimination qui soient moins chères que de réduire les émissions. Pour que ça soit incitatif, il faut que ça reste... Alors, il faut que ça soit abordable, parce que si c'est trop cher, personne ne va le faire. Mais il faut que ça soit plus cher que de décarboner, sinon, effectivement, on ne va pas utiliser... Ces méthodes-là, il faut les utiliser à bon escient, parce qu'elles sont limitées. Parce que même si on doit en faire des gigatonnes, il y en aura une quantité limitée pour rester dans les limites planétaires. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne interaction entre réduire et éliminer. Et ça doit rester les émissions résiduelles, les 10% les plus durs à décarboner, qu'on va mettre le plus de temps, l'aviation typiquement, si on veut continuer à voler, certaines émissions agricoles, certains process industriels pour lesquels on n'a pas de substitut par des énergies propres. Donc c'est vraiment ça, c'est super important que la réglementation pousse dans la bonne direction. Si on laisse les entreprises décarboner avec des crédits pas chers, effectivement là c'est la catastrophe parce qu'ils vont continuer à émettre en faisant des choses qui servent à rien, si je caricature. Donc c'est pour ça que la réglementation doit être forte et incitative. Ok, merci pour vos questions et merci pour votre attention.